ma famille avec qui j'ai coupé les ponts, qui a pris le parti de mon ex-menteuse pendant le divorce. Supplie maintenant de se réconcilier après la naissance de notre fils. Et je les ai simplement laissés implorer sous la pluie. Une famille éloignée, qui a pris le parti de mon ex-menteuse pendant le divorce. Supplie maintenant de se réconcilier, après la naissance de notre fils. Et je les ai tout simplement laissés supplier sous la pluie. Salut Reddit, ma famille a choisi mon ex-femme menteuse plutôt que moi, pendant le divorce. Ils ont cru chaque mot de ces conneries, sans même me demander ma version des faits. Et m'ont ignoré pendant 3 ans. Maintenant que j'ai un fils avec ma nouvelle compagne, ils veulent soudainement se réconcilier. Je les ai laissés planter sous la pluie, devant ma maison, pendant qu'ils me suppliaient. Voici toute l'histoire. Je m'appelle Jack, j'ai 34 ans, et je suis un homme. Ce désastre a commencé il y a 5 ans, quand mon mariage a implosé. De la manière la plus spectaculaire possible. Mon ex-femme, Amber, et moi, nous nous sommes mariés jeunes. J'avais 25 ans, elle en avait 24. Nous nous étions rencontrés à l'université, nous étions sortis ensemble pendant 3 ans. Et nous nous sommes mariés juste après l'obtention de nos diplômes. Comme 2 idiots qui pensaient que l'amour suffirait. Nous nous sommes croisés lors de notre 2e année, à l'université du Nebraska. Elle était en école de commerce, j'étais en ingénierie. C'était l'une de ces rencontres fortuites, dans un café du campus. Où elle a renversé son café au lait sur mon manuel de thermodynamique. Elle m'a acheté un autre café pour s'excuser. Nous avons commencé à discuter, et, d'une manière ou d'une autre, 3 heures se sont envolées. Pendant que nous étions assis là, à parler de tout. De nos objectifs de carrière à nos dessins animés d'enfance préférés. Les débuts de notre relation étaient bons, vraiment très bons. Elle était ambitieuse, déterminée, et dégageait cette énergie qui donnait envie d'être près d'elle. J'étais le gars posé, celui qui arrivait à l'heure, et qui tenait ses promesses. Nous nous équilibrions, du moins, c'est ce que je pensais. La demande en mariage a eu lieu lors d'un week-end dans le Colorado. Rien d'extravagant, juste nous deux. Faisant de la randonnée dans le parc national des montagnes Rocheuses. Je me suis mis à genoux sur un point de vue. Avec les montagnes qui s'étendaient à l'infini derrière nous. Elle a pleuré, a dit oui, et nous avons passé cette nuit-là à planifier notre avenir. Comme si nous avions déjà tout compris à la vie. Le mariage était intime, environ 80 personnes, principalement de la famille et des amis proches. Mes parents ont fait les choses en grand, payant pour la salle, le traiteur, absolument tout. Ils ont adoré Amber dès le premier jour. Et l'ont traitée comme si elle faisait déjà partie de la famille. Mon père plaisantait souvent en disant qu'il avait enfin quelqu'un dans la famille qui comprenait les affaires. Puisque je n'étais qu'un simple ingénieur. Ma mère l'emmenait faire du shopping, l'invitait aux réunions de son club de lecture. Et l'incluait dans chaque événement familial. Pendant les premières années, tout semblait aller bien. Nous avions notre premier appartement. Avec ce robinet qui fuyait et que je me promettais toujours de réparer. Les tasses à café assorties pour lui et elle qu'Amber avait choisi. Et notre routine du marché le dimanche matin. Où nous faisions semblant d'être le genre de personnes qui fabriquent leur propre kombucha. Avec le recul, je jouais au papa et à la maman. Pendant qu'elle planifiait déjà sa stratégie de sortie. Mais, à l'époque, tout me paraissait réel. Nous parlions d'acheter une maison, de fonder une famille, bref. Toutes les choses normales d'un couple marié. Je faisais de longues journées. Mais je me disais que c'était ce qu'il fallait faire quand on bâtissait sa carrière. Elle voyageait pour son travail, mais c'est ça, la vente de produits pharmaceutiques. Tout le monde sait que cela nécessite de constamment flatter les clients. Et d'assister à des conférences. Je travaillais comme ingénieur en mécanique, dans une usine de fabrication. À environ 40 minutes de chez nous. De longues heures, un salaire correct, un plan de carrière stable. Rien de très glamour, mais cela payait les factures, et nous offrait une vie confortable. Amber, elle, travaillait dans les ventes pharmaceutiques, voyageait énormément pour des congrès. Et touchait de belles commissions quand elle arrivait à conclure des contrats. Ma famille l'adorait. Ma mère la traitait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue.
Mon père passait des heures à lui parler de ses projets de menuiserie, lui montrant son atelier. Comme si elle s'y intéressait vraiment. Ma sœur Bélé pensait qu'Amber avait décroché la lune. Lui demandant constamment des conseils en mode ou en carrière. Affichant toute cette énergie de grande sœur, même si Amber n'avait que 2 ans de plus qu'elle. Les signes avant-coureurs étaient là, si seulement j'y avais prêté attention. Les voyages d'affaires d'Amber sont devenus plus longs, et plus fréquents. Elle rentrait à la maison épuisée, sans aucune envie de parler de sa semaine. Elle a commencé à protéger son téléphone et son ordinateur portable avec des mots de passe. Sous prétexte de confidentialité client. Nos conversations sont devenues transactionnelles, les factures à payer, les courses à faire. À qui le tour de sortir les poubelles? J'ai mis cela sur le compte du stress au travail. Le secteur de la vente pharmaceutique est impitoyable. Il y a beaucoup de pression pour atteindre les quotas. Je me disais qu'elle avait besoin d'espace pour décompresser, alors je lui en ai donné. Il s'avère qu'elle avait besoin d'espace pour coucher avec son directeur régional des ventes. Je l'ai découvert de la pire des manières possibles. Je suis rentré plus tôt d'une inspection de site. Qui a été annulée en raison d'une panne d'équipement. L'usine que nous étions en train de moderniser a eu un dysfonctionnement du système de refroidissement. Et ils ont arrêté les opérations, pour des raisons de sécurité. Mon chef de projet a dit à tout le monde de rentrer chez soi, nous reprendrions le lundi. C'était un jeudi après-midi, vers 14 heures. J'avais envoyé un texto à Amber, pour la prévenir que je rentrais tôt. En lui demandant si elle voulait que je prenne des plats à emporter, pour un dîner de bonne heure. Elle n'a pas répondu, ce qui n'était pas inhabituel. Elle était probablement en réunion, ou avec des clients. Je me suis garé dans notre allée, derrière une BMW inconnue. Je me suis dit que c'était l'invité d'un voisin, ou quelqu'un qui s'était garé au mauvais endroit. Notre complexe d'appartements avait toujours des problèmes de stationnement. J'ai attrapé mon sac de travail et ma boîte à outils sur le siège arrière. Planifiant mentalement ce que j'allais faire de cet après-midi libre inattendu. Peut-être enfin réparer ce robinet qui fuyait. Ou travailler sur mon projet de restauration de Mustang, dans le garage partagé. Je suis entré dans notre chambre. Pour trouver ma femme et son patron en train de faire exactement ce à quoi vous vous attendez. Le cliché était presque insultant. Comme s'ils n'avaient pas pu être plus originaux dans leur trahison. Ma femme, la femme que j'avais promis d'aimer pour toujours, était emmêlée avec Bradley des ventes régionales sur notre lit. Celui que nous avions choisi ensemble, lors de cette vente d'entrepôt de meubles. Le temps fait une chose étrange dans des moments comme ça. Tout ralentit, et s'accélère simultanément. J'ai remarqué des détails stupides, sa veste de costume hors de prix. Accrochée à la chaise de notre chambre. Les vêtements de ma femme formant une traînée depuis la porte. Et le déjeuner que je lui avais préparé le matin même, posé, intact, sur la table de nuit. Ce sandwich que j'avais fait à 6 heures du matin d'Inde et emmental sur du pain complet parce qu'elle avait dit qu'elle essayait de manger plus sainement. Le patron d'Amber, appelons-le Bradley. Parce qu'il dégageait cette énergie d'enfant pour y gâter, s'est débattu pour enfiler son pantalon. Tout en criant quelque chose à propos d'un malentendu. Comme s'il y avait une explication innocente à la raison pour laquelle il était nu, dans ma chambre. Au milieu d'un jeudi après-midi. Ma femme m'a juste regardé, avec cette expression de cerf aveuglé par les phares, qui s'est rapidement transformée en calcul. Je pouvais littéralement voir son cerveau fonctionner. Essayant de trouver le meilleur angle pour jouer cette scène. Je n'ai pas crié, ni rien cassé. Une partie de moi voulait renverser la table de nuit, frapper les dents parfaites de Bradley. Hurler jusqu'à m'en écorcher la gorge. Mais je suis juste resté là. Essayant d'assimiler le fait que mon mariage de 7 ans avait apparemment été une vaste blague. Et ce, depuis qui sait combien de temps. 7 ans. Nous étions ensemble depuis 10 ans au total, mariés depuis 7 ans, et j'étais debout. Dans ma propre chambre, regardant tout s'effondrer en temps réel. Jake, laisse-moi t'expliquer, a commencé Amber, en remontant le drap. Comme si la pudeur avait encore une importance à ce stade. Expliquer quoi? Ma voix est sortie plate, sans émotion.
Je ne suis pas stupide. Je sais ce que je vois. Bradley essayait de mettre son pantalon tout en sautillant vers la porte, tombant presque 2 fois. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être drôle. Ce n'est pas. Nous ne voulions pas, écoute, mec. Je suis désolé. Sors d'ici, lui ai-je dit. Maintenant. Il a attrapé sa chemise et sa veste, et s'est littéralement enfui de l'appartement en courant. J'ai entendu sa BMW démarrer quelques secondes plus tard, les pneus crissant. Alors qu'il quittait le parking en trombe, comme quelqu'un fuyant une scène de crime. Amber pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Je t'en prie, Jake, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. J'ai attrapé mes clés là où je les avais laissées tomber. Je pars. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de texto. Nous deux, c'est fini. Où vas-tu? Nous devons en parler. Je me suis arrêté à la porte de la chambre, et je l'ai regardée une dernière fois. La femme autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte. Celle en qui j'avais une confiance absolue, avec qui j'avais prévu d'avoir des enfants un jour. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Ensuite, j'ai pris mes clés, je suis sorti, et j'ai conduit jusqu'à chez mon pote Colin. Colin avait une chambre d'amis, et le bon sens de ne pas poser de questions. Jusqu'à ce que je sois prêt à parler. Il a ouvert la porte, a jeté un seul coup d'œil à mon visage, et a juste dit. Entre. Je vais commander à manger. Je me suis assis sur son canapé pendant 6 heures, sans parler. Je regardais juste sa télé, sans vraiment la voir. Colin m'a apporté de la nourriture que je n'ai pas touchée. Il s'est assis à côté de moi, en silence. Il vérifiait de temps en temps son téléphone, mais ne m'a jamais fait sentir que je le dérangeais. C'est ça, la véritable amitié, savoir quand quelqu'un a besoin de mots. Et quand il a juste besoin d'une présence. Vers minuit, je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé. Il a écouté, sans m'interrompre. Il n'a pas sorti de phrase toute faite, ni essayé de minimiser la chose. Quand j'ai terminé, il a juste dit « Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin. La chambre d'amis est à toi. » Il faut que je trouve un avocat, ai-je répondu. Lundi. Ce soir, tu dois juste digérer tout ça. Demain, on réfléchira aux prochaines étapes. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis de Colin, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'arrêtais pas de repasser chaque instant de notre relation. Cherchant les signes d'avertissement que j'avais manqués. Les réunions tardives, qui finissaient de plus en plus tard. Les voyages d'affaires, qui semblaient se multiplier. Le fait qu'elle protège tout par des mots de passe, pour des raisons de confidentialité client. La façon dont elle tressaillait, quand je touchais accidentellement son téléphone. La distance grandissante entre nous, que j'avais attribuée au stress du travail. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Des années? Tout notre mariage avait-il été un mensonge? Ou avait-elle juste récemment décidé que je n'étais plus assez bien pour elle? Est-ce que ça avait de l'importance? Le résultat était le même. J'étais allongé dans la chambre d'amis de quelqu'un d'autre. Pendant que ma femme appelait probablement Bradley, pour planifier leur prochain coup. J'ai demandé le divorce dès le lendemain. Lundi, à la première heure, je suis entré dans le cabinet d'un avocat en droit de la famille. Et je leur ai dit que je devais mettre fin à mon mariage, immédiatement. Le Nebraska est un État où le divorce sans faute s'applique. Donc l'adultère n'avait pas d'importance sur le plan légal, mais cela en avait sacrément pour moi. Je voulais en finir vite, prêt à tout partager à 50-50e, juste pour que ce soit derrière moi. L'avocate, Patricia, était une femme plus âgée, qui pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, et m'a demandé. Vous êtes sûr pour le partage à 50-50e? L'adultère nous donne un moyen de pression lors des négociations. Je me fiche des moyens de pression. Ce qui m'importe, c'est d'être libéré d'elle le plus vite possible. C'est de bonne guerre.
Mais documentez tout quand même. Les gens deviennent vindicatifs pendant les divorces. Surtout quand ils sont pris en faute. Elle pourrait s'en prendre à vous. Juste pour se sentir mieux par rapport à ses propres choix. Patricia avait plus raison qu'elle ne le pensait. C'est à ce moment-là que la campagne de destruction d'Amber est vraiment passée à la vitesse supérieure. Voyez-vous, Amber avait compris quelque chose qui m'échappait, le contrôle du récit. Elle savait que la personne qui raconterait son histoire en premier, et le plus fort, serait crue. Alors, elle a pris les devants, avec une version des faits qui me dépeignait comme le méchant. Et elle comme la victime. Selon l'histoire d'Amber, j'étais émotionnellement violent, contrôlant, et jaloux. Je surveillais son téléphone et ses emails, je l'accusais d'avoir des liaisons sans aucune preuve. Et je lui rendais la vie misérable, avec ma paranoïa et mon insécurité. Elle avait finalement trouvé du réconfort auprès de quelqu'un qui la traitait bien. Et j'étais entré dans une rage folle quand je l'avais découvert. L'histoire était si détaillée, si convaincante, que ma propre famille a cru chaque mot. Ma mère a appelé 3 jours après mon déménagement. Sa voix était froide, pleine de déception. Elle voulait savoir comment j'avais pu traiter ma femme de cette façon. Et pourquoi j'avais laissé mes insécurités ruiner un si bon mariage. Quand j'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était réellement passé, elle m'a coupé la parole. Amber nous a déjà tout dit. Elle est dévastée. Nous avons vu les messages que tu lui as envoyés. Les textos. C'était intelligent de sa part. Amber leur avait montré des messages où je lui demandais où elle était, si elle allait bien. Et à quelle heure elle rentrerait à la maison. Des textos normaux entre époux, qui pouvaient être recadrés comme étant contrôlants et possessifs. Si on plissait les yeux très fort, et qu'on voulait croire au pire. Avez-vous demandé à entendre ma version, ai-je demandé. Nous n'en avons pas besoin. Amber fait partie de cette famille depuis 7 ans. Nous connaissons son caractère. Et apparemment, il ne connaissait pas le mien. Mon père a été le suivant. Il s'est pointé chez Colin à l'improviste. Il m'a dit que je devais m'excuser auprès d'Amber, et travailler sur moi-même. Avant qu'il ne soit trop tard pour sauver le mariage. Quand je lui ai expliqué qu'elle couchait avec son patron, il a carrément dit, « Eh bien. Tu as dû la pousser à bout, d'une manière ou d'une autre. » La pousser à bout. Comme si tromper était une réponse involontaire au fait d'avoir un conjoint qui fait de longues heures de travail. Le pire, c'était Bailey, cependant. Ma petite sœur, que j'avais protégée des harceleurs au collège. Aidée pour ses inscriptions à l'université. Et pour qui je m'étais porté garant sur son premier bail d'appartement. Elle m'a envoyé un long message, pour me dire à quel point elle était déçue de moi. Que j'avais montré mon vrai visage. Et qu'elle était heureuse qu'Amber ait enfin trouvé quelqu'un qui l'appréciait vraiment. Ensuite, elle a bloqué mon numéro. J'ai essayé de contacter ma famille élargie, oncle, tante, cousin avec qui j'avais grandi. Mais Amber était arrivée la première. L'histoire était cohérente partout. Un mari contrôlant détruit son mariage à cause d'une jalousie paranoïaque. La femme trouve le bonheur ailleurs. Le mari ne le supporte pas. Mon oncle Dave a même suggéré que j'avais besoin de l'aide d'un professionnel. Pour régler mes problèmes de contrôle. Et ça, venant d'un type que j'avais aidé à déménager 3 fois. Et à qui j'avais prêté de l'argent quand son restaurant a fait faillite. En l'espace de 2 semaines, toute ma famille a coupé les ponts avec moi. Aucun appel retourné, aucune réponse à mes emails. Ma mère m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Mon père a renvoyé un cadeau d'anniversaire que je lui avais envoyé, sans même l'ouvrir. Bailey a changé son contact d'urgence au travail, passant de moi à Amber. Ils l'ont choisi, elle. Ils l'ont complètement et sans équivoque choisi, plutôt que leur propre fils et frère. La procédure de divorce a été brutale. Amber voulait tout. La maison, la plupart de nos économies, et même mon camion, que je possédais avant notre mariage. Son avocat m'a dépeint comme un homme contrôlant sur le plan financier, émotionnellement instable. Et potentiellement dangereux. Mon avocate, cette femme plus âgée nommée Patricia. Qui pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans, avait vu toutes les ruses imaginables.
et a immédiatement reconnu la stratégie d'Amber. Elle essaie de vous provoquer, a expliqué Patricia. Chaque demande déraisonnable est conçue pour vous faire réagir, afin qu'elle puisse prétendre que vous êtes colérique et instable. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Alors, je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme lors de chaque déposition, chaque séance de médiation. Et face à chaque exigence ridicule. Quand l'avocat d'Amber a affirmé que j'avais dissimulé des biens conjugaux. J'ai produit 5 ans de relevés bancaires. Quand ils ont suggéré que j'avais menacé Amber. J'ai fourni des registres de mes montrant que je n'avais communiqué que par l'intermédiaire de nos avocats. Depuis mon déménagement. Le juge n'a pas été impressionné par les mises en scène d'Amber. Nous avons fini par obtenir un partage 50-50e des biens conjugaux. Ce qui signifiait que je gardais mon camion, et quelques économies. J'ai dû vendre la maison, car aucun de nous deux ne pouvait se l'offrir seul. Mais, au moins, je suis parti avec assez pour pouvoir tout recommencer. La meilleure partie ? 3 mois après la finalisation du divorce, Amber a été renvoyée. Il s'avère que Bradley était marié, et quand sa femme a découvert la liaison. Elle a passé quelques appels aux ressources humaines. La politique de l'entreprise interdisait les relations entre les managers et leurs subordonnés. Direct. Tous les deux ont été licenciés. J'ai entendu par des rumeurs qu'Amber et Bradley avaient essayé de faire fonctionner leur relation après ça. Mais que tout avait implosé dans les 6 mois. Difficile de bâtir une relation sur les fondations d'une infidélité mutuelle. Et de mariage détruit. Mais c'était une maigre consolation, alors que j'étais seul dans un studio. Éloigné de toute ma famille, à manger des plats surgelés. Et à essayer de comprendre ce qui était arrivé à ma vie. Colin a été le seul ami à rester dans les parages. La plupart de nos amis communs ont pris le parti d'Amber, ou ont simplement disparu. Car le divorce rendait les choses gênantes. Mais Colin passait chaque semaine, avec des plats à emporter. Il ne m'a jamais poussé à parler. Il est juste resté assis avec moi, pour traverser le pire. Ta famille finira par changer d'avis, disait-il. Quand ils réaliseront qu'Amber a menti, ils s'excuseront. Je voulais le croire. J'ai passé des mois à attendre cet appel, ce texto, ce coup à la porte. Avec des excuses larmoyantes. Ce n'est jamais venu. Finalement, j'ai accepté le fait que ma famille ne reviendrait pas. Ils avaient fait leur choix, et je devais faire le mien, continuer à vivre. Ou laisser leur trahison me détruire. J'ai choisi de vivre. Je me suis plongé dans le travail, j'ai pris des projets supplémentaires. Et je me suis porté volontaire pour les tâches complexes, dont personne d'autre ne voulait. J'ai commencé à être reconnu, pour le fait de vraiment livrer des résultats. J'ai été promu ingénieur principal, puis chef de projet. L'argent est devenu meilleur, et plus important encore. Le travail m'a donné quelque chose sur lequel me concentrer. En dehors des ruines de ma vie personnelle. J'ai commencé à aller à la salle de sport, de façon assidue. J'avais besoin d'un endroit pour canaliser toute la colère et la douleur que je traînais avec moi. J'ai découvert que j'aimais vraiment soulever des objets lourds, et les reposer. En l'espace d'1 an, j'ai perdu une bonne 15aine de kilos liés au divorce. Et j'ai pris du muscle. C'était bon de se sentir fort. Comme si je pouvais physiquement porter le poids de tout ce qui s'était passé. J'ai quitté le studio, pour emménager dans un appartement décent de 2 chambres. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Je l'ai meublé avec des choses que j'aimais vraiment. Au lieu des compromis tout en beige qu'Amber avait toujours exigé. J'ai pris un chien, un berger allemand nommé Rex, qui se fichait pas mal de mon passé. Et qui était juste heureux d'avoir quelqu'un pour lui lancer des balles de tennis. La vie n'était pas parfaite, mais elle était stable, prévisible, et c'était la mienne. Puis, j'ai rencontré Kayla. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de lancement de projet. Elle était la nouvelle spécialiste des achats, et j'étais le responsable de l'ingénierie. Lors de notre première réunion, elle a épinglé un fournisseur pour avoir gonflé ses devis de 30%. Et elle a prouvé ses dires avec des offres concurrentes, qu'elle avait cherchées à l'avance. La regarder démonter le discours d'un entrepreneur véreux.
avec rien d'autre que des tableurs et de la logique. A probablement été la chose la plus attirante que j'ai vue depuis des années. Après la réunion, elle m'a coincé près de la machine à café. Alors, est-ce que tous vos fournisseurs sont incompétents? Ou juste ceux qui pensent que les femmes ne savent pas lire un bilan financier? Surtout incompétents, ai-je répondu. Bien que, parfois, ce soit les deux. Nous avons commencé à parler boutique, chaîne d'approvisionnement, logistique, gestion des fournisseurs, et de tout le bazar qu'était le système d'achat de notre entreprise. Elle avait des idées pour rationaliser les processus, qui avaient vraiment du sens. J'avais des informations sur ce dont l'ingénierie avait réellement besoin, par rapport à ce que nous recevions. Nous avons fini dans la salle de conférence pendant 2 heures, à esquisser des améliorations de flux de travail, sur le tableau blanc. C'était il y a 3 ans. Kayla n'était pas comme Amber. Elle ne jouait pas à des jeux. Elle n'avait pas besoin de validation constante. Elle ne s'attendait pas à ce que je lise dans ses pensées. Elle disait ce qu'elle pensait, et pensait ce qu'elle disait. Quand quelque chose la contrariait, elle me le disait directement. Au lieu de soupirer de manière passive-agressive pendant des jours, jusqu'à ce que je devine. Nous avons pris les choses lentement. J'étais méfiant vis-à-vis des relations, et elle avait vécu sa propre rupture difficile. Le premier rendez-vous, c'était un café. Le deuxième, c'était une exposition de voitures de collection. Parce qu'elle voulait voir mon projet de restauration de Mustang. Le troisième rendez-vous, c'était elle qui préparait le dîner chez elle, pendant que je l'aidais à couper les légumes. Et que je lui racontais le désastre de mon premier mariage. Elle a écouté sans juger, a posé des questions pour clarifier les choses, puis a dit. Ton ex a l'air d'être un sacré numéro, et ta famille semble encore pire. Tu méritais mieux. Juste comme ça. Sans les défendre, sans suggérer que j'avais dû faire quelque chose pour mériter leur abandon. Juste la validation que j'avais été lésé. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an. Elle avait une maison dans un quartier calme, avec un garage assez grand pour mes projets de voiture, et une cour pour Rex. L'endroit avait besoin de travaux, une cuisine datée, une salle de bain de 1985. Et une cour qui contenait plus de mauvaises herbes que d'herbes. Mais la maison avait un bon potentiel. Nous avons passé nos week-ends à la retaper ensemble, pour en faire un endroit qui ressemblait vraiment à un foyer. Puis, l'année dernière, Kayla est tombée enceinte. Nous avions parlé d'enfants, de manière théorique. J'avais toujours voulu être père, et elle aimait l'idée d'avoir une famille. Mais quand elle m'a montré le test de grossesse positif, cela a cessé d'être théorique. C'était en train d'arriver. Nous allions avoir un bébé. La grossesse s'est bien passée. Pas de complications, très peu de nausées matinales, juste Kayla qui s'arrondissait progressivement, tout en se plaignant que ses pantalons de travail ne lui allaient plus. Nous avons suivi les cours de préparation à l'accouchement, lu les livres. Et nous nous sommes disputés sur les prénoms. Jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord sur Oliver pour un garçon, et Anna pour une fille. Oliver Jake est né un mardi matin, à 6h43. Il pesait 2 kilos, avec des poumons qui fonctionnaient parfaitement. À en juger par ses hurlements immédiats. Kayla a géré le travail de l'accouchement comme elle gérait tout le reste. De manière méthodique et compétente, avec seulement un minimum de jurons dirigés contre moi. Tenir mon fils pour la première fois a brisé quelque chose en moi. Tous les murs que j'avais construits, pour me protéger de nouvelles blessures, se sont fissurés et ouverts. Cette petite personne, qui dépendait de moi pour tout. Qui avait la moitié de mon ADN, et mon nez. Qui, je l'espérais, hériterait du bon sens de sa mère, et de ma capacité à réparer les choses. Colin est venu nous rendre visite à l'hôpital. Il a apporté des fleurs pour Kayla, et un lion en peluche pour Oliver. Tu vas être un super papa, a-t-il dit. Ce gamin a de la chance de t'avoir. Pour la première fois en 3 ans, je me suis permis de penser à ma famille. Mes parents ne rencontreraient jamais leur petit-fils. Bélé ne serait jamais tante Bélé. Mon enfant grandirait sans connaître toute une moitié de son arbre généalogique. Parce qu'ils avaient choisi mon ex-femme menteuse,
plutôt que leur propre sang. Tant pis pour eux, me suis-je dit. Nous n'avions pas besoin d'eux. Sauf que cette décision ne dépendait pas entièrement de moi. 2 semaines après la naissance d'Oliver, alors que j'étais en congé paternité, faisant des allers-retours de zombie entre les biberons et les changements de couches, mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne connaissais pas. Jake, c'est maman. 3 ans de silence, et elle a commencé par « c'est maman », comme si nous avions discuté la veille. Je n'ai pas raccroché. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, dans la chambre du bébé, tenant mon fils endormi. Pendant que la voix de ma mère, toujours familière, toujours capable de me faire me sentir comme un enfant convoqué dans le bureau du directeur, remplissait le silence. Nous avons appris pour le bébé, a-t-elle poursuivi, face à mon absence de réponse. Félicitations. Comment l'avez-vous su? Ma voix est sortie plate. Eh bien, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous voulons rencontrer notre petit-fils. Notre petit-fils, pas ton fils. Pas nous sommes désolés de t'avoir abandonné. Juste, allez directement à la revendication de propriété sur Oliver. Après 3 ans, c'est comme ça que tu commences, ai-je demandé. Jake, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Quoi qu'il se soit passé dans le passé. Un nouveau bébé, c'est un nouveau départ. Nous voulons faire partie de sa vie. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, ai-je répété. Tu veux dire, quand mon ex-femme a menti en disant que j'étais violent. Et que vous l'avez cru sans vous poser de questions? Quand j'ai essayé de vous dire la vérité. Et que vous m'avez traité de menteur? Quand vous m'avez bloqué sur toutes les plateformes. Et que vous avez renvoyé mes cadeaux d'anniversaire? Ce passé-là. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis, nous pensions la protéger. Tu dois comprendre, elle était très convaincante. Je suis ton fils. C'est moi que tu étais censé protéger. Eh bien, nous voyons les choses différemment maintenant. La vie d'Amber ne s'est pas déroulée comme elle s'y attendait. Et les gens commencent à se poser des questions sur sa version des faits. Nous réalisons que nous avons peut-être été précipités. En prenant parti. Peut-être été précipités. 3 ans d'éloignement, et ils ont peut-être été précipités. Quitte à parler d'Oliver, ai-je demandé à nouveau. Bailey a vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Un de tes amis a publié des photos. Colin avait dû publier des photos depuis l'hôpital. Il était tellement fier d'être l'oncle Colin. Il n'avait probablement pas pensé aux paramètres de confidentialité, ou à qui pourrait les voir. Nous aimerions venir vous rendre visite, a continué ma mère. Rencontrer le bébé, discuter de tout ça. Ton père a travaillé sur un berceau. Dans son atelier. Il est magnifique, vraiment. Il veut qu'Oliver ait quelque chose de spécial. Il y a 3 ans, mon père refusait même de me regarder. Maintenant, il fabriquait des berceaux. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Parce que je ne pouvais pas gérer cette conversation, tout en tenant un nourrisson endormi. Qui avait besoin d'être posé pour faire sa sieste? N'y réfléchis pas trop longtemps, a répondu ma mère. Les bébés grandissent vite. Tu ne veux pas qu'ils ratent l'occasion de connaître ses grands-parents. Elle a raccroché, avant que je ne puisse répondre à cette manipulation. Kayla m'a trouvé, toujours debout dans la chambre d'enfant, 10 minutes plus tard. Oliver endormi dans son berceau, et moi fixant le mur. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ma mère a appelé. Ils veulent rencontrer Oliver. L'expression de Kayla est passée par plusieurs émotions, en succession rapide, la surprise. La colère, le calcul. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'allais y réfléchir. Et tu y réfléchis? Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de leur dire d'aller au diable. Mais une autre partie. J'ai regardé Oliver, qui dormait paisiblement. Inconscient du drame familial qui tourbillonnait autour de lui. Il mérite de connaître ses grands-parents, non? S'ils sont prêts à faire un effort.
Il mérite des grands-parents qui n'ont pas abandonné son père pendant 3 ans. A dit doucement Kayla. Il mérite une famille qui sera toujours là pour lui. Quoi qu'il arrive. Pas des gens qui se défileront. À la seconde où les choses deviendront compliquées. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais une part stupide et pleine d'espoir en moi, voulait croire que les gens pouvaient changer. Que ma famille pouvait admettre ses torts, et que nous pourrions reconstruire quelque chose. Cet espoir a duré exactement 4 jours. Bélé m'a envoyé un texto en premier. Un long message expliquant qu'elle m'avait toujours aimé. Que ces dernières années avaient été dures pour tout le monde. Qu'elle voulait faire partie de la vie d'Oliver, en tant que tante. Elle avait changé de travail, déménagé dans un nouvel appartement. Et commencé à fréquenter quelqu'un sérieusement. Toutes ces mises à jour de vie que j'avais ratées, parce qu'elle m'avait bloqué. Ensuite, est venue la grande révélation. Je sais que les choses se sont mal terminées entre toi et Amber. Mais nous sommes toujours amis. Elle a vraiment repris sa vie en main. Et je pense que ce serait bien. Si nous pouvions tous passer à autre chose. Et oublier ce drame. Peut-être pourrions-nous tous nous réunir. Un de ces jours. Elle adorait rencontrer Oliver, elle aussi. J'ai lu ce message 3 fois, pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Ma sœur voulait que je sois cordial avec mon ex-femme infidèle. La femme qui avait détruit mon mariage et ma réputation. La femme que ma famille avait choisie à ma place, et elle voulait exposer mon fils nouveau-né. À cette situation toxique. J'ai montré le message à Kayla. Sa réponse a été immédiate. Absolument pas. Ils n'ont rien appris, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle. Ils pensent toujours qu'Amber est la victime. Ils veulent juste avoir accès à Oliver. Sans avoir à reconnaître ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'était ça, la grande question, n'est-ce pas? La réponse facile aurait été de leur dire d'aller tous se faire voir, de bloquer leur numéro. De passer à autre chose, et de laisser Oliver grandir sans cette partie de sa famille. Mais quelque chose m'a empêché d'appuyer immédiatement sur la gâchette. J'avais peut-être besoin de les voir une dernière fois. J'avais besoin de savoir avec certitude, que la réconciliation était impossible. Avant de fermer cette porte définitivement. J'ai répondu au texto de ma mère. Vous pouvez venir en visite ce dimanche, à 14 h. Juste toi. Papa et Bélé. 1 heure. Si vous parlez d'Amber, ou si vous essayez de défendre vos actions. La visite prend fin immédiatement. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi, merci. Nous serons là. Colin est passé samedi soir, pour m'aider à me préparer mentalement. Tu es sûr de ton coup, a-t-il demandé, en buvant la racinette que je gardais en réserve pour lui. Tout en me regardant faire les 100 pas dans le salon. Non, mais j'ai besoin de savoir s'il y a quoi que ce soit à sauver. Quel est ton meilleur scénario possible? J'y ai réfléchi. Il s'excuse. Il s'excuse sincèrement. Pas de fausses excuses sur le fait que des erreurs ont été commises. Ils reconnaissent qu'ils auraient dû me croire. Qu'Amber les a manipulés, et qu'ils ont échoué en tant que parents. Et en tant que sœurs. Ils acceptent Kayla et Oliver, sans aucune condition. Et le pire scénario? Ils débarquent. En s'attendant à ce que tout redevienne comme avant. Ils veulent jouer aux grands-parents et à la tante. Sans reconnaître ce vide de 3 ans, où ils m'ont traité comme si je n'existais pas. Je parie sur la porte numéro 2, a dit Colin. Ouais, moi aussi. Le dimanche est arrivé, avec une météo printanière typique. Des nuages gris menaçant de pleuvoir. Et un vent qui donnait l'impression que les arbres étaient en colère. Des conditions atmosphériques appropriées. Pour une réunion de famille qui portait l'étiquette terrible idée écrite en gros. Kayla avait aménagé le salon, pour minimiser le stress. Oliver resterait dans son transat, dans notre champ de vision. Mais pas immédiatement accessible pour eux. Nous resterions décontractés, et uniquement dans les espaces communs. Pas de visite de la maison, pas de moments intimes en famille dans la chambre d'enfant.
Ils étaient des invités, pas de la famille, jusqu'à preuve du contraire. À 14h03, une voiture s'est garée dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai regardé mes parents et ma sœur descendre. Ma mère avait vieilli, plus de cheveux gris, et de nouvelles rides autour des yeux. Mon père se déplaçait plus lentement, ménageant son genou gauche. Bélé avait l'air différente, elle aussi. Plus stricte, d'une certaine manière, portant une tenue décontractée mais professionnelle. Au lieu de son style bohème habituel. Ils sont restés dehors un moment, à se concerter. Ensuite, mon père a sorti quelque chose de la banquette arrière. Un cheval à bascule en bois, magnifiquement fabriqué, clairement l'un de ses projets d'atelier. On a sonné à la porte. J'ai ouvert, pour trouver ma famille debout sur le porche, tenant des cadeaux. Arborant des sourires nerveux, et ressemblant à des étrangers que je connaissais autrefois. « Salut », a dit ma mère. « Merci de nous avoir laissés venir. » Je me suis écarté, pour les laisser entrer. Ils ont défilé dans le salon où Kayla les attendait. Se tenant de manière protectrice près du transat d'Oliver. J'ai vu les yeux de ma mère se diriger immédiatement vers le bébé. J'ai vu le calcul, l'envie pressante de se précipiter, et de le prendre dans ses bras. Tout le monde, voici Kayla, ai-je dit. Kayla, je te présente ma mère, Patricia, mon père, Denny, et ma sœur, Bélé. Kayla a hoché la tête poliment, mais n'a pas proposé de leur serrer la main. Elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre amicale. Et voici Oliver, ai-je poursuivi, en désignant le transat où mon fils était réveillé et alerte. Fixant le plafond avec cette concentration intense de bébé, qui ne veut absolument rien dire. Ma mère a fait un pas en avant. Je me suis interposé entre elle et le bébé. Asseyons-nous d'abord, ai-je dit. Parlons. Nous nous sommes installés maladroitement, mes parents sur le canapé, Bélé dans le fauteuil. Et moi et Kayla debout, comme des gardiens de prison entre eux et Oliver. Pas vraiment la chaleureuse réunion de famille qu'ils avaient probablement imaginée. Mon père a posé le cheval à bascule avec précaution. J'ai fabriqué ça pour lui. Du chêne-scier sur quartier. Des détails sculptés à la main. Ça devrait durer des générations. C'est magnifique, a répondu Kayla, parce qu'elle avait des manières. Même face à des gens qui n'en méritaient pas. Le silence est retombé comme de la poussière. Chacun attendait que quelqu'un d'autre commence. Finalement, ma mère s'est éclaircie la gorge. Tu nous as manqué. Ces 3 dernières années ont été difficiles. Pour tout le monde, a ajouté mon père, rapidement. Oui, pour tout le monde, a convenu ma mère. Mais nous sommes là, maintenant. C'est ce qui compte. Nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant, ai-je répété. Sauter par-dessus tout ce qui s'est passé, tout simplement. Bélé est intervenue, jouant les médiatrices comme toujours. Personne ne veut s'attarder sur le passé. Nous avons tous fait des erreurs. L'important, c'est que nous sommes une famille, et les familles règlent leurs problèmes ensemble. Quelles erreurs est-ce que j'ai commises, ai-je demandé. La question a semblé les prendre au dépourvu. Eh bien, je veux dire, la communication aurait pu être meilleure, a dit Bélé, prudemment. De tous les côtés. J'ai essayé de communiquer. J'ai essayé de vous dire ce qui s'était réellement passé. Vous avez bloqué mon numéro. Tu traversais une période difficile, a dit ma mère. Avec cette voix apaisante que j'avais entendue toute mon enfance. Les émotions étaient intenses. Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Je n'ai jamais rien dit que je ne pensais pas. Je vous ai dit la vérité. Et vous m'avez traité de menteur. Mon père s'est remué, mal à l'aise. Écoute, fiston, Amber était très convaincante. Elle avait des preuves, des textos, des emails. Et des témoins qui disaient que tu avais agi bizarrement. Nous devions prendre en considération sa version. Avez-vous pris la mienne en considération? Tu étais en colère. Irrationnel. Nous pensions que tu avais besoin de temps pour te calmer. Je l'ai surprise en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Dans notre lit.
Ce n'est pas de la colère irrationnelle. C'est une réaction humaine normale. Face à une trahison. Elle a expliqué cette situation, a dit ma mère, doucement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Elle a expliqué. Quelle explication pourrait bien justifier ça? Elle a dit que tu étais émotionnellement absent depuis des mois. Elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné l'attention dont elle avait besoin. Ce n'était pas bien. Mais c'est toi qui l'as poussé à bout. Et voilà. Après 3 ans, après avoir soi-disant réalisé qu'ils avaient eu tort, ils me blâmaient encore. Kayla a fait un pas en avant. Je pense que vous devriez partir. Attendez, nous venons juste d'arriver, a protesté Bailey. Nous n'avons même pas encore tenu le bébé. Vous n'allez pas le faire, ai-je répondu. Parce que vous ne voulez pas réellement vous excuser. Vous voulez que je fasse comme si de rien n'était. Pour pouvoir jouer aux grands-parents, sans reconnaître à quel point vous avez tout gâché. Nous sommes ici, n'est-ce pas, a dit mon père, en écartant les mains. Nous faisons un effort. Cela devrait bien compter pour quelque chose. Faire un effort, cela aurait été de croire votre fils, il y a 3 ans. Faire un effort. Cela aurait été de me demander ma version de l'histoire. Avant de couper les ponts avec moi. Ce n'est pas ça. Faire un effort. C'est décider que vous voulez quelque chose que j'ai. Et vous attendre à ce que je vous le donne, tout simplement. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Comment peux-tu être aussi cruel? Nous essayons de guérir cette famille. Vous l'avez brisée. Ce n'est pas à vous de décider quand et comment elle guérit. Jake, s'il te plaît. Bailey s'est levé. Pense à Oliver. Tu ne veux pas qu'il ait des grands-parents, des tantes et des oncles. Une famille complète? Je veux qu'il ait des gens qui seront là pour lui. Quoi qu'il arrive. Des gens qui ne l'abandonneront pas à la seconde où quelqu'un racontera un mensonge convaincant. Des gens qui le croiront. Même quand la vérité sera inconfortable. Nous sommes ces personnes, a insisté ma mère. Non, vous ne l'êtes pas. Vous l'avez prouvé il y a 3 ans. Le visage de mon père était rouge. Maintenant. Tu deviens déraisonnable. Nous avons commis une erreur. Très bien. Mais tu nous demandes de ramper pour obtenir ton pardon. Comme si nous avions commis un péché impardonnable. Nous sommes tes parents. Montre un peu de respect. Le respect, ça se mérite. Vous avez passé 3 ans à me traiter comme si je n'existais pas. Parce que mon ex-femme vous avait menti. Vous ne vous êtes jamais excusé. Même maintenant. Vous la défendez, et vous me blâmez. Alors, non, je ne vous respecte pas. Et non. Vous ne rencontrerez mon fils. Tu ne peux pas faire ça, a dit Bailey, la voix qui montait. Tu ne peux pas l'éloigner de sa famille, pour une simple rancune. Regarde-moi faire. Dehors, la pluie menaçante avait enfin commencé à tomber. Légère au début, puis plus forte. Le genre de pluie qui vous trempe jusqu'aux os, en quelques minutes. Ma mère pleurait ouvertement, maintenant. Je t'en prie, nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Laisse-nous juste une chance. Si vous étiez vraiment désolé, vous auriez appelé il y a 3 ans. Vous auriez pris contact. Quand les mensonges d'Amber ont commencé à s'effondrer. Vous auriez admis avoir eu tort. Sans attendre d'avoir besoin de moi pour obtenir quelque chose. C'est une question de vengeance, a dit mon père. Tu nous punis. Non, c'est une question de protection. Je protège mon fils des personnes qui lui feront du mal. De la même manière que vous m'avez fait du mal. Je me suis dirigé vers la porte, et je l'ai ouverte. La pluie a soufflé à l'intérieur, portée par le vent qui faisait trembler la moustiquaire. Il est temps pour vous de partir. Ils sont restés là, figés. Comme s'ils n'arrivaient pas à croire que c'était réellement en train d'arriver. Jake, fiston, s'il te plaît, a commencé mon père. Je ne suis pas ton fils. Vous avez mis ça au clair il y a 3 ans. Maintenant, partez. Avant que je n'appelle la police.
Bailey a attrapé son sac. C'est ridicule. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 1 heure de mon dimanche avec des gens qui ne le méritent pas. Ma mère a essayé une dernière fois. Au moins, laisse-nous te laisser nos numéros de téléphone, au cas où tu changerais d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Ils sont sortis en file indienne sous la pluie, bougeant lentement. Comme s'ils s'attendaient toujours à ce que je les arrête. Mon père a attrapé le cheval à bascule qu'il avait fabriqué. Et s'est débattu avec pour passer l'encadrement de la porte. Ils se sont tenus sur le porche en se faisant tremper. Me regardant en arrière avec des expressions d'incrédulité et de tristesse. Tu fais une erreur, a crié mon père, à travers la pluie. Non, vous avez fait cette erreur il y a 3 ans. Ceci en est la conséquence. J'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés courir vers leur voiture, en se débattant avec le cheval en bois. Complètement trempé. La voiture est restée dans mon allée pendant 5 bonnes minutes, moteur tournant. Probablement en train de se disputer sur la marche à suivre. Finalement, la voiture a reculé, et est partie. La maison était calme, à l'exception d'Oliver, qui faisait de petits bruits de bébé dans son transat. Kayla a passé ses bras autour de moi, par derrière. Ça va? Ouais, je vais bien. Et c'était vrai. Je me sentais plus léger d'une certaine manière, comme si j'avais porté leurs attentes. Et que je les avais enfin posées à terre. Colin a appelé 1 heure plus tard. Comment ça s'est passé? À peu près aussi bien que tu l'avais prédit. Il voulait un pardon instantané. Et un accès à Oliver, sans avoir à reconnaître ce qu'ils avaient fait. Alors, tu les as jetés dehors, sous la pluie. Jolie touche. Très dramatique. Ce n'était pas prévu. La météo a juste coopéré. Tu penses qu'ils vont réessayer? J'ai regardé Oliver, qui dormait maintenant paisiblement après son biberon. Complètement inconscient que son père venait de couper définitivement la moitié de son arbre généalogique. Probablement. Mais ça n'aura aucune importance. J'en ai fini. Fini d'essayer de réparer des relations. Avec les personnes qui les ont brisées. Fini d'espérer qu'ils deviendraient soudainement la famille dont j'avais besoin. Fini de laisser leur dysfonctionnement s'approcher de mon fils. Oliver a bougé dans son sommeil, un petit point s'échappant de son lange. Je l'ai bordé à nouveau, m'émerveillant de voir à quel point quelque chose d'aussi petit pouvait faire paraître tout le reste sans importance. Il grandirait avec un seul ensemble de grands-parents, les parents de Kayla, qui m'avaient accueilli sans hésitation. Et qui traitaient déjà Oliver comme la 8e merveille du monde. Il aurait l'oncle Colin et la tante Lisa, la petite amie de Colin, qui était devenue une partie de notre famille de cœur. Il aurait la famille que nous avions construite, au lieu de celle dans laquelle j'étais né. C'était suffisant. Plus que suffisant. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Nous t'aimons. Maman? Je l'ai supprimé, sans répondre. Puis, j'ai bloqué le numéro, parce que certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Et certaines personnes vous montrent exactement qui elles sont. Quand les choses deviennent difficiles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures.